Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, nous allons aborder la dernière phase de la quatrième République proprement dite, c'est-à-dire jusqu'en 1958. Et en 1958, vous savez qu'il y a le 13 mai 1958, qui est une date clé et qui est considérée comme le moment où on bascule de la quatrième à la cinquième République. Mais vous savez déjà que je vais aller un petit peu au-delà de la quatrième République parce que j'estime qu'il y aura une réforme très significative qui aura lieu sous la Cinquième République et qui symbolisera le passage de la quatrième à la cinquième. Mais on sera déjà sous la Cinquième République, bien entendu. Bon, aujourd'hui, nous allons donc aborder la chute de la quatrième République, mais je vais scinder cette partie en deux phases. D'abord, nous allons voir ce qui se passe dans l'opinion et ce qui se passe en France, mais aussi dans une certaine mesure en Algérie. Autrement dit, on va faire un petit peu l'état des forces. Et ensuite, dans la seconde partie, dont ce sera la semaine prochaine, nous verrons ce qui s'est passé autour du 13 mai, lorsque le processus du retour de De Gaulle au pouvoir va se mettre en route. Donc, première phase de la chute de la quatrième République. D'abord, il y a une atonie, c'est-à-dire une période de- d'inactivité totale de l'opinion publique française. C'est-à-dire que l'opinion publique française est comme absente. Elle ne manifeste pas véritablement un avis. Elle est au courant de tout ce qui se passe, bien entendu. C'est ce qu'on appelle l'atonie. Donc, atonie de l'opinion. Et c'est Félix Gouin qui a parlé de cette atonie de l'opinion. Félix Gouin, mais voici comment cela s'écrit. J'avais déjà eu l'occasion de parler un petit peu de lui. Et en même temps, un grand commis de l'État, un haut fonctionnaire. Alors, Félix Gouin, nous sommes le 9 octobre 1957, et un haut fonctionnaire, un grand commis de l'État, qui s'appelle Robert de la Vignette, lui va dire que l'État se détruit lui-même. Cette déclaration de la Vignette intervient le 9 décembre 1957. Donc nous sommes tout à fait à l'orée de 1958 et du 13 mai 1958, dans les mois qui précèdent. Alors dans ces mois qui précèdent, je crois qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, il faut savoir que la question algérienne, qui est omniprésente, va disloquer les alliances politiques qui peuvent se nouer entre les divers partis. Donc, cela ne vous étonnera pas, nous allons d'abord aborder l'impuissance des partis, mais aussi l'impuissance de la société. Et nous assistons à des minorités de rencontres qui peuvent parfois former un gouvernement, je parle là des partis, mais sans cohésion et sans programme. Et pendant ce temps, que se passe-t-il dans la société? Eh bien, voici une photo, une photo qui paraît tout à fait anodine. Vous voyez que au premier plan, c'est un militaire, c'est un jeune appelé du contingent. Il fait partie, je le vois au symbole qui est sur son béret, il fait partie d'un régiment parachutiste. Il est avec une jeune femme. Est-ce que c'est sa fiancée? Est-ce que c'est son épouse? Nous n'en savons rien, et peu importe. Ce qui est important, c'est que ces jeunes du contingent se sont tus. Ils n'ont pas dit à leurs fiancés, à leurs épouses, ce qui se passait en Algérie. Mais les épouses et les fiancés le savaient quand même, parce que, bien entendu, il y avait des moyens d'information qui existaient malgré tout en France. Mais c'est l'objet d'un livre de Raphaël Branche, dont j'ai parlé la dernière fois, Papa, qu'as-tu fait en Algérie? Alors là, ce ne sont pas les épouses, ce ne sont pas les fiancés, qui parfois ne deviennent pas des épouses, parce que certaines unions sont brisées par ce qui se passe, par le silence des hommes. Parce que lorsque ils participent à cette guerre, ils changent, ce ne sont plus les mêmes. Ils ont tout vu, ils savent quelles sont les méthodes qui sont employées en Algérie. Ils ont participé à tout cela. Donc voilà, une première photo, c'est le silence.
le silence, et vous voyez que cette jeune femme-là, elle a un sourire un petit peu perdu, l'homme baisse la tête. Comment communiquer? Ceci, c'est une photo qui date de 1968. Alors vous allez vous demander, mais quelle relation entre ce qui s'est passé en Algérie et 1968? Eh bien, la relation, c'est que à cette époque-là, je parle de la guerre d'Algérie, le moyen de communication le plus banal, le plus fréquent, c'était le poste TSF, c'était la radio. Et c'est pendant cette époque-là également que on va inventer les transistors, c'est-à-dire ces petits postes de radio miniatures qui fonctionnent avec des batteries. Nous verrons le rôle que joueront les transistors. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. Mais l'ORTF, l'Office de radio et télévision française, c'est surtout la radio. La télévision existe, bien entendu qu'elle existe, mais elle est encore à ses débuts, elle n'est pas très répandue. Aujourd'hui, quels sont les foyers qui n'ont pas de télévision? Et ils n'ont pas de télévision, certains foyers, parce qu'ils n'en veulent pas, tout simplement. Ils sont très rares, mais ça existe. Bon, toujours est-il que l'information est contrôlée. Il y a une censure de l'information. La radio et la télévision sont la voix, non pas de la France, mais la voix du gouvernement. Donc, voyez, parmi les banderoles qui sont affichées en 1968, vous en avez une là au premier plan, autonomie, liberté, ORTF, avec l'abrogation des ordonnances qui permettent de contrôler l'information. Donc, voilà, c'est le silence. Et la radio et la télévision sont contrôlées avec des informations qui sont conformes, je dirais, à l'idée d'Algérie française. La France va rester en Algérie. La France fait la guerre en Algérie pour rester. Et puis, il y a aussi ceci, c'est cette permanence organisée à la fois par les syndicats. Quand je dis les syndicats, c'est un petit peu inexact, c'est surtout la CGT liée au Parti communiste français. Et vous savez que le Parti communiste français a au début voté les pleins pouvoirs qui sont une trahison par rapport aux engagements pris par le gouvernement, qui avait dénoncé une guerre imbécile à laquelle il fallait mettre fin. Je parle de Guy Mollet, bien entendu. Donc le Parti communiste avait voté les pleins pouvoirs, mais en même temps, il va, dans les mois et dans l'année qui suit, développer cette idée de paix en Algérie. J'y reviendrai parce que vous allez voir que cela va jouer un rôle important par la suite. Donc paix en Algérie. Paix en Algérie, vous constatez que c'est paix en Algérie. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il s'agit d'une paix avec une indépendance de l'Algérie? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une paix en Algérie? C'est-à-dire que les choses restent en l'état. Point d'interrogation. Le mot d'ordre, vous le voyez, qui ne veut pas la paix? Tout le monde veut la paix, bien entendu. Mais le mot d'ordre est ambigu, parce qu'il ne va pas au-delà de cela. Quelle solution? La paix, bien sûr. Mais après la paix, que se passe-t-il? Bon, donc j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire l'impuissance des partis et l'impuissance de la société. La société pour les raisons que nous avons vues et parce qu'il y a aussi ce silence qui est profond. Nous sommes en 1957 après le renversement du gouvernement de Guy Mollet. Il a été renversé, ça a été le ministère le plus long de la 4e République, mais c'est un gouvernement qui n'a pas tenu ses engagements, qui a fait même exactement le contraire de ce qu'il prévoyait de faire au départ. De toute façon, les alliances politiques qui se jouent à ce moment-là sont des alliances de troisième force, c'est-à-dire des alliances conjoncturelles, des alliances qui sont constituées par des agrégats instables, par, je dirais, des partis qui n'ont
pas de programme, qui n'ont pas de cohérence dans leur gouvernement. Et de toute façon, s'il y avait une cohérence, l'Algérie est là pour disloquer les groupes. C'est-à-dire qu'il y a ce clivage fondamental qui existe sur que va-t-on faire en Algérie? Faut-il rester? À ce moment-là, on pense qu'il faut rester. Faut-il partir? Rares sont ceux qui considèrent qu'il faut partir. Faut-il mettre fin à la torture? Mais ça, j'en reparlerai, bien entendu, parce que tout le monde sait en France, bien entendu, qu'en Algérie, on torture. Que l'armée française torture. Qu'il y a des horreurs qui se commettent. Des massacres du FLN, la torture du côté français, des mechtas qui sont brûlés, etc., etc. Alors, alors voici, cela nous l'avons vu, quels sont les caractères de cette impuissance qui se manifeste? D'abord, toute discussion est bloquée. Et pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui veille. Cet homme, c'est le chef du gouvernement, c'est Guy Mollet. On appelait cela, de façon péjorative, le national-mollettisme. C'est-à-dire que voilà, la dimension internationale qui pouvait exister au sein du Parti socialiste est totalement oubliée. Donc on ne parle pas d'indépendance des peuples, donc c'est du national-mollettisme. La France reste en Algérie. Et cela va provoquer, je dirais, des scissions au sein de la SFIO. Au sein de la SFIO se forme un comité socialiste d'études et d'action pour la paix en Algérie. Donc on parle toujours de paix en Algérie. Il faut mettre fin à cette guerre imbécile. Le problème c'est comment. Et un certain nombre d'hommes connus, d'hommes de très grande valeur, les voici. Vous ne les connaissez pas tous, je pense. André Oriou, qui était un Toulousain, et qui avait été appelé par De Gaulle au gouvernement provisoire de la République française. C'était un juriste dont le gouvernement provisoire, à l'époque de la Résistance, avait besoin de juristes. Et donc André Oriou va jouer ce rôle-là. Ensuite, il y a Ernest Labrousse. Labrousse, c'est un personnage considérable. C'est un universitaire, c'est un historien universitaire, et il fait en particulier des recherches dans le domaine de l'économie et de la société, ce qui était quelque chose de très en vogue à l'époque, qui aujourd'hui l'est beaucoup moins. Donc c'est un historien. Ensuite vous avez Édouard Depreux. Alors je vois que la diapositive a été un petit peu rognée, donc il faut un X à Depreux, à la fin de son nom. Donc Édouard Depreux qui est un politique, et membre de la SFIO. Donc il va faire partie de ce groupe d'études, comité d'études et d'action pour la paix en Algérie. Vous avez également Alain Savary. Alain Savary, nous le connaissons déjà. C'est aussi un politique. C'est un membre de la SFIO. Et nous avons également Charles-André Julien. Charles-André Julien c'est un universitaire, c'est un spécialiste de l'Afrique du Nord. Il y a quelque temps, j'avais participé à un colloque qui s'était tenu au Maroc et j'avais eu l'occasion de parler avec des professeurs d'université du Maroc qui étaient d'anciens étudiants de Toulouse, dont je connaissais un certain nombre d'entre eux. On avait parlé très librement, etc. Et ces étudiants faisaient la différence entre ceux qui, parmi les chercheurs français, parlaient et lisaient l'arabe, et ceux qui ne le lisaient pas et ne le parlaient pas. Alors Charles-André Julien est un grand spécialiste de l'Afrique du Nord. Et donc il était, je dirais, et du Maroc en particulier. Et il était vu avec sympathie par ces étudiants devenus universitaires marocains, parce que, à l'époque du maréchal Lyautey, il avait dit quelque chose qui avait retenu leur attention. Les Marocains sont industrieux, c'est-à-dire les Marocains sont travailleurs. Alors que justement l'image qui était développée par, je dirais, les Européens qui étaient en Afrique du Nord, c'était une image très négative. On parlait parfois de travail d'arabe pour dire c'est un travail qui est mal fait.
Or, l'IOT avait reconnu que les Marocains étaient industrieux, c'est-à-dire ils étaient travailleurs. Bon, passons sur ces considérations. Toujours est-il que se développe à partir de ce comité socialiste d'études et d'action pour la paix en Algérie, se développe un autre parti socialiste. Un parti socialiste qui fait scission avec la SFIO et qui va s'appeler le Parti socialiste autonome. Bon, ce Parti socialiste autonome, on en a fort peu entendu parler parce qu'il va bientôt se transformer, il va devenir un autre parti que nous connaissons et qui est le Parti socialiste unifié, le PSU. Donc voilà, je dirais, la mouvance de socialistes. Ensuite, il y a un centre-gauche laïque, c'est-à-dire un centre-gauche qui est formé par d'anciens résistants, mais avec une double tête, avec deux hommes qui se disputent l'hégémonie au sein de l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance. Et dans ce parti se trouvent, donc des caractères de l'impuissance que je suis en train de développer, dans ce parti se trouvent deux hommes que nous connaissons, nous en connaissons surtout un d'ailleurs, c'est François Mitterrand et René Pleven. Tous deux appartiennent à ce parti. Alors voici François Mitterrand à cette époque-là, en 1957. C'est une image de l'INA lorsqu'il était passé dans une émission littéraire de Pierre Desgroppes qui il l'avait interrogé sur sa vision de l'Algérie. En particulier, Mendès France avait expliqué qu'il était plutôt favorable à une fédération, pas une indépendance. Personne n'est pour l'indépendance de l'Algérie à ce moment-là. Donc, sauf le FLN, bien entendu. Je parle du côté français. Donc, il était pour une fédération. Alors, bon, François Mitterrand, c'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a été gagné par les idées plutôt de l'extrême droite et de l'Action française, mais qui ensuite a été fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été libéré de ces camps de prisonniers et il s'est rallié au maréchal Pétain. Par la suite, s'étant rallié au maréchal Pétain, il a pris conscience du contexte de la France et il est devenu résistant. Alors ne soyez pas étonnés, c'est quelque chose de banal. Beaucoup de ceux qui ont adhéré à Vichy, enfin beaucoup, un certain nombre disons, ont ensuite basculé dans la résistance. On les appelle, ça porte un nom historiquement, ce sont des Vichito résistants. Cela signifie que dans une première phase, ils sont pour Vichy, et dans une seconde phase, ils basculent dans la résistance. Pleven est l'autre tête pensante de l'UDSR. Et donc, l'un et l'autre ont été ministres. Pleven a même été pressenti pour devenir président du Conseil. Et donc, il y a une rivalité entre eux, ce qui paralyse, bien entendu, l'UDSR. Ensuite, nous avons le Parti radical. Alors, le Parti radical, c'est encore plus compliqué parce que le Parti radical, il est éclaté. Ce sont plutôt des personnalités que des groupes suivant une discipline de parti qui constitue le Parti radical. D'ailleurs, il n'y a pas de discipline de vote. Les députés, généralement, dans les partis, il y a une discipline de vote, c'est-à-dire que le parti vote pour telle ou telle chose. Dans le Parti radical, il n'y a pas de discipline de vote. Chacun vote pour ce qu'il veut en fonction, entre guillemets, de sa conscience. Mais à l'intérieur du Parti radical, il y a une tendance Pierre Mendès France. Et Pierre Mendès France est convaincu, et ses partisans sont convaincus, ils sont persuadés que la politique ne se fait pas autour d'un homme. Si vous voulez, c'est reprendre un vers de l'Internationale, il n'est point de sauveur suprême. Donc, ce n'est pas un homme qui va à lui tout seul, comme ça, assurer la survie d'un pays ou qui va trouver une solution aux problèmes majeurs qui se posent en pays. Mais Pierre Mendès France, qui constitue
avec ses partisans, l'aile gauche du Parti radical, ne va pas avoir le succès qu'il a eu pendant son ministère, qui a été relativement court, plus court en tout cas que celui de Guy Mollet. Et donc la greffe du mendésisme est rejetée par le Parti radical. Comment aurait-elle pu réussir au Parti radical dans la mesure où il n'y avait pas de discipline de vote, et où chacun faisait franchement ce qu'il voulait, et où vous aviez des membres du Parti radical qui étaient dans un gouvernement et qui pouvaient être d'autres des opposants à ce gouvernement. Ensuite, il y a le MRP. Le MRP, le mouvement des républicains populaires. Vous savez qu'il est issu de la démocratie chrétienne, mais il s'appelle le MRP, et que son leader est Georges Bidault. La SFIO lui reproche, donc les socialistes lui reprochent au MRP, son cléricalisme, c'est-à-dire qu'il est pour la défense de l'école dite libre, c'est-à-dire de l'école catholique. Alors que les socialistes sont favorables à la défense de l'école publique. Donc, il n'y a pas d'alliance possible autour de l'école entre eux. De plus, Georges Bidault a connu peu à peu une évolution, pour ne pas dire une dérive, vers l'Algérie française, ce qui l'entraînera très loin. Donc, il n'y a pas d'alliance possible entre les socialistes et le MRP, alors que ils constituaient trois partis issus de, alors voici Georges Bidault, ils constituaient les trois partis avec le Parti communiste issus de la résistance. Mais il n'y a plus d'alliance possible. Le PCF. Le PCF, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Le MRP, en la personne de Georges Bidault, je vais y revenir, est favorable au cartiérisme. Qu'est-ce que le cartiérisme? On va le voir dans un instant. C'est la doctrine d'un journaliste de Paris Match qui s'appelle Raymond Cartier. Que disait-il? On va le voir à l'instant. Mais voici. Il lance l'idée que la Corrèze plutôt que le Zambèze. Ce qui veut dire quoi? La Corrèze étant un département français, le Zambèze étant des chutes en Afrique. Autrement dit, si la France doit choisir entre le développement de ses départements et le développement de ses colonies, il vaut mieux choisir le développement des départements. Autrement dit, à quoi servent les colonies? Point d'interrogation. Donc c'est ce qu'on appelle le cartiérisme, c'est-à-dire la doctrine de Raymond Cartier. Alors j'en reviens au Parti communiste. Le Parti communiste, lui, se remet lentement du choc de Budapest. Il avait soutenu l'intervention des soviétiques contre la révolte de la Hongrie, contre la répression qui avait suivi. Les chars soviétiques étaient intervenus et donc cela avait provoqué une réaction de rejet de ceux qui pouvaient être des sympathisants communistes. Je ne parle pas des militants qui sont engagés dans l'action au quotidien, je parle surtout des sympathisants. Donc, il se remet lentement du choc de Budapest. Et il se prononce pour la paix en Algérie, nous le savons. Mais nous ne savons pas exactement ce que signifie le terme paix en Algérie. N'empêche qu'il dénonce régulièrement la torture qui a lieu en Algérie. Et parce qu'il dénonce la torture, son journal L'Humanité est régulièrement saisi. En même temps, il renonce à une thèse qu'il avait développée auparavant, qui est une thèse dont il s'était rendu compte qu'elle était difficilement possible compte tenu de ce qui s'était passé et compte tenu de l'attitude du gouvernement français. C'est-à-dire, sa thèse, c'était « Il y a actuellement la formation d'une nation algérienne. Une nation algérienne constituée de tous les Algériens. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire bien sûr les autochtones, musulmans pour la plupart, arabes, kabyles, mais aussi les Européens d'Algérie, c'est-à-dire les Français d'Algérie.
Français d'Algérie, français en partie, d'origine, les déportés des journées de juin 48, ceux qui ont émigré ensuite donc en Algérie, mais aussi de très nombreux Espagnols qui ont acquis la nationalité française, des Italiens également qui avaient acquis la nationalité française. Donc tout cela forme les Français d'Algérie et ce qu'on appelle généralement et familièrement les pieds noirs. Il y a aussi d'autres partis. Alors nous en sommes donc pour l'instant au carriérisme, c'est-à-dire aux idées de Raymond Cartier, mais qui sont reprises par le MRP et qui sont reprises également par le Centre national des indépendants et paysans. Centre national des indépendants et paysans. C'est le parti d'Antoine Pinet. C'est un parti qui est en pleine ascension. Il est Algérie française. Il faut que la France reste en Algérie. Mais en même temps, le Centre national des indépendants et paysans s'interroge sur la rentabilité du fait que la France reste en Algérie. Est-ce que cela vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il s'interroge en termes de rentabilité et il est proche du patronat. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se tourner plutôt vers l'Europe et de construire le marché commun? Et il est très sensible aux idées de cet homme que vous avez devant les yeux sur votre écran, c'est-à-dire de Raymond Cartier. La Corrèze plutôt que le Zambèze. Donc, Centre national des indépendants en pleine ascension. Et puis vous avez aussi, depuis les élections 1956, un nouveau parti qui est apparu, un parti protestataire, un parti populiste, un parti qui se situe à l'extrême droite, qui est le poujadisme. Alors le poujadisme a connu un déclin à ce moment-là. Le déclin a été rapide, ça a été un feu de paille le poujadisme. Mais ça existe encore. Il est très Algérie française et les petits commerçants réussissent à survivre grâce à l'inflation. Parce que, je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est-à-dire les prix augmentent plus vite que les salaires. Et donc, les petits commerçants ont toujours une marge qui leur permet de survivre. Mais ils sont de moins en moins nombreux, parce que les grandes surfaces ont pris de l'ampleur, donc on l'avait vu. Mais c'est un parti d'extrême droite, et si vous n'en êtes pas convaincu que c'est un parti d'extrême droite, voici qui va vous en convaincre sans doute. Alors cet homme, que vous voyez avec son écharpe de député et toutes ses décorations, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, qui s'était engagé pendant la guerre d'Indochine, qui était également officier pendant la guerre d'Algérie, et qui a eu, vous voyez, toutes ses décorations. Et voici une autre photo postérieure de Jean-Marie Le Pen. Bon, il porte une sorte de bandeau parce qu'il a eu un accident. C'est un jour, enfin c'est lui qui le raconte, un jour où il campait, en plantant une sardine, vous savez ces sardines c'est ceux qui retiennent les tendeurs des tentes, qui est parti un petit peu dans les airs et qui l'a blessé à l'œil. Et il porte un bandeau parce que, c'est lui qui l'a dit toujours, parce que lorsqu'il montait sur les estrades, les projecteurs étaient des instruments qui blessaient un petit peu la sensibilité de son œil, parce qu'il a vu un décollement de la rétine. Bon, mais enfin, passons. Donc, vous voyez que Jean-Marie Le Pen est député poujadiste à ce moment-là. Et il y a aussi les gaullistes. Les gaullistes, c'est compliqué les gaullistes, parce que les gaullistes sont fidèles à De Gaulle. Ils sont fidèles à De Gaulle, et De Gaulle avait créé le RPF, Rassemblement du peuple français. Mais vous savez que les gaullistes avaient participé aux divers gouvernements. Et donc pour De Gaulle, ce n'était pas le rôle puisqu'il avait condamné formellement la constitution de la 4ème République. Or voilà que des partisans qui se réclamaient de lui acceptaient de participer à des gouvernements qui étaient fondés sur une constitution qu'il avait rejetée. Donc il va supprimer le RPF et ces partisans qui restent toujours
je dirais, dans le jeu politique, deviennent des républicains sociaux. Et vous avez ici deux hommes qui vont jouer un rôle important dans la période qui va suivre, qui vont jouer un rôle important en particulier en 1958, et surtout l'un d'eux le 13 mai 1958. Alors d'abord, vous avez Jacques Chaban-Delmas, qui est un compagnon, puisque les gaullistes parlent de compagnons, ils ne parlent pas de camarades, bien entendu, ils parlent de compagnons. Donc, Jacques Chaban-Delmas, qui lui donc est un républicain social. Et puis vous avez cet homme qui se trouve à côté de lui, qui se trouve sur la photo à droite, un petit peu à l'arrière-plan, c'est Léon Delbecq. Léon Delbecq va être l'homme du 13 mai 1958. Alors le voici qui s'adresse à la foule des pieds noirs qui sont rassemblés. Vous voyez, il a un papier à la main qui lui sert un petit peu de canevas, et vous avez à côté de lui un général que vous avez reconnu, c'est le général Massu. Alors les deux sont gaullistes mais vraiment gaullistes. Aussi bien Delbecq, qui est l'homme de l'ombre, que Massu, qui commandait la 10e division parachutiste au moment de la bataille d'Alger. Donc nous sommes là, le 13 mai 1958. Et bien sûr, il y a aussi un autre homme qui va jouer un rôle important par la suite, c'est Michel Debré. Michel Debré qui dirige un journal, il n'est pas le directeur de la publication, mais il écrit des articles dans ce journal qui s'appelle Le Courrier de la colère, qui est Algérie française, bien entendu. Ils sont tous Algérie française. Ils pensent tous que le retour de De Gaulle, c'est la garantie que l'Algérie reste à la France. La suite est une autre histoire, nous en reparlerons. Et puis, alors voici l'homme du 13 mai. Sa vérité sur la genèse de la Ve République. Donc, il a joué un rôle important. Nous verrons la prochaine fois lequel. Et c'est une autobiographie de Léon Delbecq, donc voilà, date de naissance et date de décès, 1919-1991. Alors, on assiste également à un fourmillement d'organisations diverses, sur des positions diverses. Alors, d'abord, il y a ce qui est dans, je dirais, la tête des Français. Voici une gravure qui a longtemps été dans les manuels scolaires, et qui à cette époque, bien entendu, elle n'y est pas systématiquement, mais elle est dans certains manuels, puisque les manuels sont divers en français. Donc voici la République, vous le voyez qu'elle est de très grande taille, et elle arrive dans le soleil levant, on voit très discrètement dans les rayons qui partent de son couvre-chef, qui partent du bonnet phrygien, qui est utilisé avec les trois couleurs, bleu, blanc, rouge, et elle tient une corne d'abondance. C'est-à-dire que la promesse de la République, c'est que ces peuples vont sortir de leur sous-développement, vont sortir de leur pauvreté, de leur misère. Voyez au premier plan deux personnes qui ont un livre et qui sont en train de lire. Donc elle va porter l'instruction, elle va porter la culture, elle va porter la civilisation. Elle va aussi permettre à ces pays de se développer. Vous avez là également quelqu'un qui tient une charrue un petit peu rudimentaire. C'est plus l'art du Moyen Âge que la charrue sur roue que l'on trouve en France, bien entendu, et en Europe. Donc voilà la promesse qui est faite à ces peuples qui sont des peuples colonisés, la promesse qui est faite par la République française. Et attention, cela est vraiment cru à l'époque. On pense vraiment, et les Français pensent vraiment, que la France a une mission civilisatrice. Je vous rappelle le mot de Victor Hugo, Dieu a donné l'Afrique à la France. Pourquoi faire? Mais pour la civiliser. Et vous savez que tout le raisonnement qui va être développé par la suite, c'est ces peuples deviendront indépendants lorsqu'ils auront acquis la civilisation. Parce que bien entendu, on raisonne en fonction d'une civilisation. Il n'y en a qu'une, c'est la nôtre, c'est la civilisation européenne, ou en tout cas la civilisation répandue par les Européens. Donc voilà ce qui est admis par beaucoup de Français en tout cas. Et
voici une publicité pour l'Afrique politique. L'Afrique politique, vous voyez ces deux enfants avec un sourire engageant, qui sont blonds, tiens, ils sont blonds. Hein, bon. Je ne savais pas que la majorité des Français étaient blonds. Je croyais qu'ils étaient plutôt châtains ou qu'ils avaient le cheveu un petit peu plus foncé. Mais là, ils sont blancs, ils sont très blancs, on dirait des Scandinaves. Mais voilà, c'est la carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique avec des couleurs diverses, parce que après tout, l'Afrique occidentale française que vous voyez en rouge est de la même couleur que le Maroc et la Tunisie. L'Afrique occidentale française sont des colonies, alors que le Maroc et la Tunisie sont des protectorats. Et que Afrique du Nord, en fait, c'est l'Algérie, avec le Sahara. On dit à cette époque-là que c'est la France. Bon, autrement dit, voilà une publicité pour l'Afrique politique. À moins que cela ait été fait, cette carte date d'une période postérieure. Mais ce n'est pas possible, puisque de toute façon, vous avez aussi l'Afrique occidentale française. Bon, c'est vrai que l'Afrique occidentale française est devenue indépendante, ce sont des États qui sont devenus indépendants, peut-être un tout petit peu après l'Algérie, mais bon, ça m'étonnerait qu'on fasse la différence sur cette carte pour des enfants qui font une sorte de puzzle. Les seuls à protester contre la colonisation, à cette époque-là, dans l'entre-deux-guerres en particulier, ce sont les communistes. Donc 100 ans de domination française, et vous le voyez, tout à fait au bas de cette affiche, c'est une affiche, sous le drapeau du Parti communiste et de la CGTU, donc vous voyez l'association entre le syndicat et le parti, debout pour l'indépendance des peuples coloniaux. Et vous voyez ces peuples coloniaux qui sont entravés, qui sont liés par des chaînes. À droite, vous avez les richesses qui découlent de ces colonies. Ces richesses sont au pied de cet homme qui est enchaîné, avec le vin, les céréales, le zèle, les matières premières. Hein. Bon, je ne vais pas toutes les passer en revue, toutes les matières premières, que ce soit agricoles ou industrielles. Et puis, à gauche, vous avez ces populations qui vivent dans les colonies et qui vivent dans la misère. Vous voyez ce paysan qui est en train de passer son arère. C'est pas une charrue véritablement, c'est plutôt l'arère. Et donc, voilà, le contraste entre les deux. Mais le Parti communiste dénonce donc la colonisation. Et en Algérie, il dit simplement paix en Algérie. Ça ne va pas au-delà. Mais cette affiche était plus radicale, si vous voulez, que le mot d'ordre paix en Algérie. Vous avez également quelqu'un qui est un grand intellectuel français, qui s'appelle Raymond Aron, et qui va prendre à contre-pied le lectorat du journal dans lequel il écrit, je vais parler du Figaro. Les lecteurs du Figaro sont plutôt Algérie française. Et Raymond Aron va prendre leur contre-pied en développant les arguments du cartiérisme, c'est-à-dire plutôt la Corrèze que le Zambèze. Et donc il va se heurter à la réprobation de son lectorat. Mais bon, il s'exprime dans le Figaro. Voici une carte qui a longtemps existé dans les écoles primaires et dont les enfants étaient, voilà, ils avaient ça sous les yeux. Et donc, pendant la guerre d'Algérie, l'Algérie c'est la France. On fait une distinction simplement pour le Maroc et la Tunisie, qui sont devenus des États indépendants et qui étaient des protectorats. Là, on montre les protectorats. Et tout ce qui est colonie et qui est relié à la France, bien entendu. Voici la France africaine que nous ont confiée nos pères. Ce qui signifie que puisque nos pères nous l'ont confiée, mais il faut la maintenir. Alors là, ce sont plusieurs documents qui concernent un journal. Alors, bon, certains de ces documents sont de très mauvaise qualité, mais enfin, bon, peu importe. Ils nous montrent quand même un certain nombre de choses intéressantes. C'est le journal Jeune Nation. Et voici ce qui est écrit. Je suis peut-être un fasciste,
mais je ne suis pas un réactionnaire. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un authentique révolutionnaire. Alors les fascistes ne se sont jamais voulus des réactionnaires, c'est-à-dire des gens qui rêvent à un état antérieur de la société. Ce n'est pas, je dirais, l'Algérie de grand-papa qu'ils veulent. C'est autre chose. Ils veulent une révolution. Quelle est cette révolution? Point d'interrogation. C'est un petit peu le processus de ce qui s'est passé en Allemagne lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir. Vous savez que Hitler avait deux milices armées. C'était les SS et c'était les SA. SS, section spéciale, SA, section d'assaut. Les sections d'assaut, ce sont ceux qui portaient la chemise brune. C'étaient les plus nombreux. Or, les SA disaient exactement ceci. Nous sommes des fascistes, mais on n'est pas des réactionnaires. On est des révolutionnaires. Mais cette notion de révolutionnaire faisait peur à la bourgeoisie allemande. Et Hitler s'était, au cours de la nuit des longs couteaux, débarrassé des SA. Il avait fait massacrer leur chef, tout simplement, grâce aux SS. Et donc, les SA avaient le défaut pour Hitler de se dire révolutionnaire. Et il n'était pas effectivement réactionnaire, c'est-à-dire voulant revenir à un état antérieur de la société. Si vous voulez, il y a plusieurs attitudes possibles. Soit on est un réformiste, on veut des réformes progressives de la société dans laquelle on vit. Soit on est révolutionnaire, on veut faire table rase et créer une nouvelle société. Ça s'est fait au moment de la Révolution française. Ça s'est pas refait depuis. Soit on est donc, je disais, réformiste, soit révolutionnaire, soit conservateur. On veut conserver la société telle qu'elle est. Ou soit on est réactionnaire. On veut revenir à une société antérieure. Qui a voulu revenir à une société antérieure en France? C'était Vichy. Le rêve de Vichy, c'était de revenir avant la Révolution, c'est-à-dire à une société constituée par des notables, qui étaient des sortes de garants du bon ordre social, etc. Bon, voici donc Jeune Nation. Jeune Nation toujours. Bafoué par Khrouchtchev, ridiculisé par Nasser, l'ONU veut se venger sur la France. Alors, bafoué par Khrouchtchev, vous savez que à la suite de l'affaire de Budapest et de la Hongrie, la France et la Grande-Bretagne se sont rendues compte qu'elles dépendaient des États-Unis d'Amérique du Nord et que l'URSS pouvait faire ce qu'elle voulait dans sa zone d'influence. Ridiculisé par Nasser parce que sans l'aval des États-Unis, la France et la Grande-Bretagne étaient impuissantes. Puisqu'au moment où les Français allaient marcher sur le Caire, il y a eu l'ultimatum des Soviétiques et que les militaires ont dû se plier à cet ultimatum soviétique, donc ridiculisé par Nasser. Par Nasser, soutenu par l'URSS, bien entendu. Et l'ONU veut se venger sur la France. Bon, alors ça, effectivement, c'est Jeune Nation qui le dit. La France dit non. La France dit non. Se venger sur la France, c'est, je dirais que la France soit contrainte d'accepter l'indépendance algérienne. Eh bien, elle dit non. Jeune Nation dit non. Alors, comment dire non? Alors, vous avez ici, au-delà de l'indignation, il y a l'action. Et vous voyez ce point avec le symbole de Jeune Nation, c'est-à-dire le symbole des mouvements d'extrême droite fascisants ou fascistes, et vous voyez que ce point renverse la Chambre des députés. Autrement dit, ce qu'il faut, c'est un coup d'État, pour parler clairement. Et donc, ce qu'il nous faut faire, vous voyez, comme la Chambre des députés s'écroule
sous le poing de Jeunes Nations. Alors évidemment, ça donne plein d'idées à un certain nombre de personnes, et en particulier, Jeunes Nations, ici, va détourner euh, cette publicité. Il y a bon banania, il y a bon, parce que c'est bien connu que les Africains ne savent pas parler autrement. Donc, je plaisante. Donc, je le dis en cas parce qu'aujourd'hui, bon, l'humour, c'est très discuté. Donc, il y a bon banania, exquis déjeuner sucré à la farine de banane, d'accord. Et puis en dessous, il y a bon les blancs. Et vous voyez que c'est un film de Marco Ferreri avec les noms d'artistes. Vous reconnaissez Michel Piccoli, bien entendu. Il y a bon les blancs. C'est un détournement de La Grande Bouffe. Donc La Grande Bouffe, c'est un film qui avait fait un petit peu scandale à l'époque, un petit peu, n'exagérons pas, un petit peu scandale à l'époque. Et donc, voilà, on avait détourné cela. Voici des vendeurs de Jeunes Nations. Bon, mais voilà, il n'y a rien de particulier. Évidemment, l'adversaire pour Jeunes Nations, mouvement d'extrême droite fasciste ou fascisant, ben, c'est non au communisme. Le Parti communiste à l'époque est puissant. Malgré Budapest, malgré la répression en Hongrie, il est toujours puissant. Donc non au communisme. Et voici une manifestation donc, de Jeunes Nations. Vous voyez le symbole, le drapeau tricolore avec le symbole. Et vous voyez sur le fond, on voit anticommuniste. Donc l'adversaire, ce sont les communistes, car les communistes, ben, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils disent paix en Algérie. Est-ce qu'ils ont d'autres idées derrière la tête? En tout cas, ils ont renoncé à l'idée d'une nation algérienne. Voici donc cette manifestation qui a lieu. Et au moment où De Gaulle va revenir au pouvoir, mais nous en reparlerons, vous avez Jeunes Nations, et vous avez écrit et souligné, un libraire parisien à qui un touriste étranger demandait le texte de la Constitution a répondu « Je ne vends pas de publications périodiques ». Sous-entendu, la 4ème République va s'effondrer, elle n'est que provisoire. Regardez, vous avez Jeunes Nations qui retient cette porte, l'Algérie restera française, c'est ce que ça veut dire. Et vous avez de l'autre côté de la porte, vous avez un général, on reconnaît De Gaulle bien entendu, et vous avez cette femme fort peu avenante, mais qui est censée représenter la République. Autrement dit, sont contre la République. Et le système, vous voyez, tout derrière eux, vous avez le palais, vous avez l'Assemblée nationale, le lieu où se réunissent les députés, qui est en train de s'effondrer, et si vous arrivez à le lire, il est écrit système. Donc le système va s'effondrer, et nous allons garder l'Algérie à la France. Bon, Soustelle, ben, vous voyez, hein, les partisans de l'Algérie française, ils font assez fort. Union pour le salut et le renouveau de l'Algérie française. C'est un parti ou un groupe de réflexion qui a été créé par Jacques Soustelle après le massacre d'El-Alia. Donc, plus d'Algérie française, plus de France. Si l'Algérie française disparaît, vous voyez une grenade qui éclate, donc ça symbolise les attentats qui ont lieu en Algérie, attentats du FLN bien entendu, et donc s'il n'y a plus d'Algérie française, il n'y a plus de France. Et vous voyez la France qui est en train de se fissurer. C'est beaucoup exagéré. Alors, vous avez en même temps la confusion entre les diverses organisations, avec des gens d'opinions différentes. Vous avez par exemple Georges Bidault, dont j'en ai déjà parlé. Il est membre du MREP et il évolue de plus en plus vers une Algérie française. Une Algérie française de plus en plus, je dirais, forte pour lui. Vous avez également quelqu'un comme Albert Baillet. Albert Baillet, c'est quelqu'un d'un petit peu étonnant. Voici une médaille qui lui est remise. La Fédération nationale de la presse française à Albert Baillet, président de la Fédération de la presse clandestine. Presse clandestine, bien entendu, on parle de la résistance.
Donc, Albert Baillet, en 1951, est devenu le président de la presse française. Or, Albert Baillet est un personnage très important. Il est important parce que il est membre de l'Union rationaliste, c'est-à-dire de ceux qui ne suivent pas une religion mais qui pensent par eux-mêmes, qui soient adeptes d'une religion ou pas, ou qui soient libres penseurs, qui soient athées. Il est également le président de la fédération je ne retrouve pas le terme, la fédération des œuvres laïques. C'est-à-dire qu'il est le président de tous ceux qui se réclament de la laïcité. Il est libre penseur et en même temps, il est président de la presse française. Mais il côtoie dans son opposition, je dirais, au gouvernement, parce qu'il y a la torture, par exemple. Il côtoie Georges Bidault, qui lui est Action française. Et également, il côtoie Paul Rivet. Paul Rivet, qui avait été membre du comité des intellectuels antifascistes au moment du Front populaire, et qui est quelqu'un qui est plutôt pour, je dirais, la paix en Algérie, ne serait-ce que cela. Et il côtoie aussi le cardinal Saliège. Cardinal Saliège qui est archevêque de Toulouse. Donc vous voyez, il y a des personnalités venant de divers milieux qui se retrouvent dans, je dirais, quelque chose qui forme une sorte d'amalgame un petit peu complexe. Et puis, il y a le réseau Janson. Le réseau Janson, c'est le réseau organisé par Francis et Colette Janson, qui constituent les porteurs de valises. Alors voici un livre qui leur a été consacré, écrit par deux cinéastes que vous connaissez sans doute, qui ont fait des documentaires sur la guerre d'Algérie, documentaires fort bien documentés, Hervé Hamon et Patrick Rodman. Et le titre, c'est Les porteurs de valises. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est la résistance française à la guerre d'Algérie. Mais encore, eh bien, le FLN n'avait pas, je dirais, un budget, évidemment. Donc, il lui fallait quand même de l'argent pour mener les actions qu'il menait. Et il faisait des collectes en France, mais aussi en Algérie, auprès des musulmans travaillant en France, des travailleurs algériens qui étaient venus en France. Donc, il fait des collecte de l'argent, on donne pour la cause, entre guillemets, sachant que certains sont des partisans de Messaliadj et d'autres sont des partisans du FLN, mais les partisans de Messaliadj vont être vaincus par les partisans du FLN. Ce sont des combats fratricides qui sont d'une très grande violence, mais les porteurs de valises, eux, vont collecter cet argent, ou en tout cas on va leur donner le résultat de la collecte. On va mettre cet argent dans des valises, et ces valises vont être transmises au FLN. Autrement dit, ce sont des gens qui sont pour l'indépendance de l'Algérie, qui sont contre la guerre d'Algérie, qui ont souvent été résistants et qui considèrent que la cause du FLN est semblable à la cause des résistants français. Résistants français qui se sont levés contre l'occupation allemande, tout comme le FLN se lève contre l'occupation française. Donc, ils sont du côté du FLN et ils l'aident de cette façon. Alors, voici une biographie que j'ai trouvée très rapide de Francis Janson pour cet intellectuel bordelais, ami de Sartre et écrivain connu. La guerre d'Algérie commence en 1948 avec la rencontre de militants nationalistes. En fait, vous le savez, elle a commencé plus tard, en 1956. En 1955, il publie avec sa femme L'Algérie hors la loi et s'engage au service du FLN. Attention, le FLN n'apparaît que par la suite. Qu'est-ce que je vous dis 1956, 1954, bien entendu.
le début de la guerre d'Algérie, c'est le 1er novembre 1954. Mais à ce moment-là, le FLN n'existe pas. En 1955, effectivement, il existe. Il passe dans la clandestinité. Un réseau Janson se constitue qui, avant le coup de filet de 1960, porte les valises. Donc en 1960, ils sont arrêtés par la police française parce qu'ils collaborent avec l'ennemi. Alors bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Il faudrait par exemple signaler que un journal apparaît et qui va jouer un grand rôle pendant toute cette période. Ce journal, c'est le journal Le Monde, mais il n'est pas le seul, bien entendu. Alors j'ai ici une petite biographie de Hubert Beuve-Méry. Hubert Beuve-Méry, qui est né en 1902 et qui est mort en 1989, c'était l'ancien correspondant du Temps. C'est le journal qui a précédé Le Monde à Prague. Donc c'était avant 1939. Il était élève de l'école des cadres de Vichy, puis résistant. Vous voyez, là aussi, on pourrait dire, c'est un Vichito-résistant. C'est quelqu'un qui a participé aux jeunes qui étaient formés par Vichy pour servir de cadre au régime, mais qui ont réfléchi sur leur rôle et se sont rendus compte au cours de discussions, au cours de soirées, où on discutait beaucoup, bien sûr, entre eux, que finalement, être patriote, ce n'était pas rejoindre Vichy, c'était rejoindre De Gaulle. Et donc, ils vont basculer de l'école des cadres de Vichy à la résistance. Donc, c'est un Vichito-résistant, on pourrait dire. Il est appelé en 1944 par le général De Gaulle pour former un nouveau quotidien de référence. Le 19 décembre 1944, le premier numéro du Monde sort sous sa direction avec une partie de la rédaction du Temps. Dans le Temps, le journal qui était lu par la bourgeoisie française avant-guerre, va être, je dirais, un petit peu le modèle du Monde. Et nombre de journalistes et chroniqueurs résistants, donc à côté des journalistes du Temps. De 1944 à 1969, il fait du Monde un journal de réputation internationale, modéré dans ses opinions que l'éditorial révèle et qu'il signe sous le pseudonyme de Cyrus. Donc chaque fois qu'il y avait un éditorial sur le Monde, cet éditorial pouvait être signé, pas chaque fois, mais pouvait être signé Cyrus, et Cyrus, c'était Hubert Beuve-Méry. Il y a également quelqu'un qui parlait beaucoup à la radio, que je voudrais citer, parce que vous le connaissez bien entendu, et qui se distinguait par son engagement Algérie française est très anticommuniste. C'était Jean Nochet. Nochet, ça s'écrit N-E-O-C-H-E-R. Jean Nochet. Bon, voilà je dirais, quelques exemples de ce fourmillement d'organisations, de partis, de structures diverses qui existent pendant cette période de 1957-1958, dont nous sommes vers, pas la fin de la guerre, puisqu'elle se termine en 1962, mais nous sommes dans cette période-là. Alors, pendant toute cette période-là, sous la 4ème République, il y a le rejet de toute nouvelle proposition. Il faut conserver l'Algérie française telle qu'elle était. Et toute solution à la tunisienne, c'est-à-dire l'indépendance, ou toute solution à la marocaine, c'est-à-dire l'indépendance, puisque c'était les protectorats qui étaient devenus des États indépendants. Là, vous me direz, c'était des départements français. Oui, mais c'était une fiction, parce que c'était des départements français qui n'étaient pas semblables aux départements français de la métropole. Parce qu'il y avait la plus grande partie des enfants arabes ou kabyles qui étaient illettrés. Parce que la France n'avait pas fait un effort dans ce domaine-là, même s'il y avait les SAS, les sections administratives spéciales, où effectivement il y avait un effort qui avait été fait par l'armée pour apporter l'instruction, pour apporter, je dirais, un minimum de connaissances médicales avec des infirmiers, etc. Donc il y avait des efforts qui avaient été faits, mais ces efforts étaient très, très, très insuffisants. Donc on ne pouvait pas comparer les départements. Bien sûr, les Européens d'Algérie vivaient de façon totalement différente.
mais les Arabes et les Kabyles, qui constituaient, je dirais, l'écrasante majorité de la population, 8 millions, 8 millions à peu près, donc vivaient de façon très différente. Le but des partis, c'est de capter les électorats fidèles. Donc, chaque parti a un segment de l'opinion qui lui est fidèle, qui votera de toute façon pour lui, et donc il faut capter tous ces électorats. Alors voici un texte qui fait un petit peu le point de tout ce fourmillement d'organisations diverses. Alors c'est tiré de Jacques Julliard, Naissance et mort de la 4ème République. C'est publié chez Kalman Levy et c'est sorti en 1968. Donc assez vite après la fin de la guerre d'Algérie. Alors voici. Dans un pays où la République a toujours reposé plus sur la discussion que sur la démocratie directe, où, en d'autres termes, la crainte de l'opinion publique a été souvent plus efficace que le respect du mandat électif, on fait toujours courir un risque grave aux libertés publiques en s'attaquant aux intellectuels. L'arrestation en 1956 de Claude Bourdet, à la suite d'un article de France Observateur, les perquisitions chez M. Henri Maroux, que nous connaissons, professeur à la Sorbonne, coupable d'avoir écrit dans Le Monde un article contre la torture, manifeste un étrange dédain chez les hommes de gauche pour, entre guillemets, les chers professeurs, selon l'expression de M. Bourgès-Mounouri. Un an plus tard, le 11 juin 1957, un assistant de mathématiques à la faculté d'Alger, militant du Parti communiste algérien, Maurice Audin, que nous connaissons, et la France a reconnu tout récemment que ce que je vais vous lire. Donc, militant du Parti communiste algérien, Maurice Audin, est arrêté par les parachutistes de la 10e division parachutiste du général Massu, responsable depuis le 7 janvier de la police d'Alger. Maurice Audin succombe sous la torture et son assassinat est grossièrement camouflé en tentative de fuite, sans que l'opinion publique, en dehors d'une petite minorité courageuse, s'émeuve des invraisemblances de la version officielle. Consentante ou chloroformée, la nation prend son parti de l'usage systématique de la torture dans la guerre, du mensonge dans l'information, dans le sens le plus profond du terme. Les gouvernements socialistes et radicaux démoralisent la nation. À cette crise morale s'ajoute, à partir de la chute de M. Guy Mollet, le 21 mai 1957, une crise politique et institutionnelle qui va durer 1 an et qui ne sera dénouée que par la chute du régime. C'est bien entendu ce que nous verrons la prochaine fois. Mais en attendant, voici ce qui est connu de l'opinion, mais dont l'opinion, je dirais pas, se désintéresse. Mais sauf une minorité, l'opinion ne prend pas cela vraiment en compte. Et en particulier, en 1958, il y a, je dirais, des accusations très fortes qui sont portées, donc en 1958, je ne sais pas si je vous l'ai dit, contre ce qui s'est passé, en particulier l'assassinat de Maurice Audin et la question, c'est-à-dire la torture administrée à Henri Alleg. Et puis également, il y a un opuscule qui est publié et qui s'appelle pour Djamila Bouhired. Djamila Bouhired, c'est une de ces membres du groupe Bombe du FLN, et donc c'était le groupe qui était chargé, avec un petit nombre de jeunes femmes, des attentats pendant la bataille d'Alger. Alors Djamila Bouhired, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois, mais je vous le dis à tout hasard, B-O-U-H-I-R-E-D, Djamila. Donc voilà, il y a ces écrits qui paraissent, et puis il y a aussi toute une série de protestations avec des
des hommes que nous connaissons pour certains d'entre eux, d'autres qui apparaissent, et en particulier Pierre Vidal-Naquet, qui apparaît à ce moment-là. Pierre Vidal-Naquet est un historien, spécialiste de l'Antiquité. Il est agrégé d'histoire, mais en même temps, il a une licence de lettres classiques, c'est-à-dire qu'il connaît bien le grec et le latin. Le grec et le latin ancien, bien entendu. Donc, professeur d'histoire ancienne, et il défend, je dirais, le cas de Maurice Audin, qui, à l'époque, son assassinat est nié par les parachutistes qui ont procédé à cette exécution après une tentative de fuite simulée. Donc voilà, le mystère de Maurice Audin va rester entier pendant très longtemps. Vous savez que très récemment, le président de la République a reconnu les faits qui se sont déroulés pendant la bataille d'Alger. Donc il y a aussi Maurice Arnaud qui lui va défendre Henri Alleg, et qui va défendre Jamila Bouhired. Et puis il y a une protestation avec des très grands noms parmi les personnes les plus connues de la société française. Alors je ne vous les ai pas marqués parce qu'ils sont tellement connus que vous savez les écrire, mais c'est Mauriac, l'écrivain donc. Vous avez Martin Dugard, qui est l'auteur des Thibaux. Vous avez Malraux, vous avez Sartre. Donc Mauriac, Martin Dugard, Malraux, Sartre, qui écrivent une lettre au président de la République, René Coty, et qui dénoncent la torture, et qui disent que la 4ème République est un régime impuissant, réduit au silence. Et donc, protestation envoyée à René Coty, et qui ne suscite pas de réaction particulière. Vous avez également les milieux catholiques qui s'insurgent contre la torture. Vous avez en particulier les prêtres de la Mission de France. C'était des prêtres qui appartenaient à cet organisme qu'on appelle la Mission de France. Et puis vous aviez de jeunes travailleurs catholiques qui faisaient partie de la JAC, la jeunesse agricole catholique, de la JOC, la jeunesse ouvrière catholique, et la GEC, la jeunesse étudiante catholique. Donc, dans les milieux catholiques, vous avez ces organisations qui apparaissent et qui se distinguent par la dénonciation de la torture. Et qui, bien entendu, sont aussi favorables à la paix en Algérie. Et la paix en Algérie qui va peu à peu gagner du terrain. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous allons voir comment les choses vont évoluer. Et donc nous arrivons en 1958, au moment où on va basculer de la 4e à la 5e République. Mais cela, nous le verrons la semaine prochaine, avant que nous prenions des vacances, j'allais dire bien gagnées, mais bon, comme nous ne sommes pas en présentiel, je n'ose pas employer ces expressions-là. Bon voilà, je vous dis simplement à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.